Coucou, bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on va rester en France, encore une fois, et on va parler d'une histoire dont on n'a pas trop entendu parler qui se passe dans la ville de Turin. Comme d'habitude, je vous rappelle de liker et de vous abonner si vous avez aimé le contenu de la vidéo ou si vous suivez ma chaîne régulièrement. Et en attendant, c'est parti, penchons-nous ensemble sur l'histoire de Michel Zirafa. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on reste en France et on va partir dans une région proche de Lyon, précisément dans l'ouest lyonnais, dans un petit village qui s'appelle Turin. Turin, c'est un écrin de verdure posé au pied d'une montagne, entre guillemets, une petite montagne, une montagnette si vous préférez. C'est un endroit très campaillou où il se passe pas grand chose. Quand je dis pas grand chose, c'est que le village de Turin, il y a qu'une dizaine de commerces en tout et pour tout. La première ville où il y a un peu d'activité, on va dire, c'est une ville qui s'appelle Craponne, qui est à environ une dizaine de kilomètres de Turin. C'est paumé, il y a un bus toutes les demi-heures et mis à part des vaches, de l'herbe et un barrage, il n'y a pas grand chose. Je vous le dis, Turin, c'est perdu. Mais c'est un très joli village, pas de criminologie, pas de délits quasiment, je veux dire les seuls délits qu'il va y avoir c'est des tags à droite à gauche, un petit vol, il y a vraiment rien, c'est un village paisible. Et pourtant, dans ce village, il va se passer un truc qui n'arrive jamais, une mort extrêmement violente. On est le vendredi 21 septembre 2019, quand à Turin, il va y avoir un peu d'animation. Dans ce village paisible, il y a un petit lieu-dit, un petit hameau qui s'appelle Le Rocher. Et dans ce hameau, un matin, une femme va se mettre à hurler, à essayer d'arrêter les voitures et crier « Mon mari est mort !» et va s'adresser à la voisine en lui disant « Allez voir s'il est toujours en vie ». La pauvre voisine, interloquée, elle se demande ce qui se passe, la pauvre, c'est pas comme ça d'habitude Turin. Elle va donc rentrer chez cette voisine et se rendre compte qu'effectivement, son voisin est décédé, il est au pied du canapé. Donc là forcément, après le choc, tout le monde va appeler les gendarmes. Les gendarmes vont se présenter au domicile de la personne décédée et cette personne s'appelle Michel Zirafa. Ils vont commencer par interroger Rose Filipazzo, donc la femme qu'on a retrouvée hurlant au milieu de la rue, et la voisine. La voisine dira juste qu'elle a entendu le cri de cette femme, de sa voisine en fait, est sortie et la suite on la connaît. Rose, quant à elle, dira que elle et Michel étaient mariés, le sont encore, mais ils vivent de façon séparée. C'est-à-dire que à la semaine, elle vit à Pouilly-sur-Charlieu, une petite ville, et Michel, quant à lui, s'est installé à Turin. Ce qu'on sait sur Michel, c'est qu'il est maçon, qu'il a 44 ans et qu'il venait d'emménager à Turin très récemment et il venait aussi de monter son entreprise au passage, donc de maçonnerie, et il s'était spécialisé en couverture de toit et en construction de piscines. Ses voisins diront de lui que c'était un homme calme et discret, qu'il ne savait vraiment pas grand-chose de lui. Quant à sa femme, elle expliquera que s'ils ont dû se séparer et vivre à la semaine chacun dans leur maison, c'est parce qu'ils sont mariés depuis une trentaine d'années et que les disputes ont augmenté à un point où c'était plus vivable et qu'ils ont décidé de se séparer. Mais ils sont quand même entre guillemets restés ensemble parce qu'ils passaient tous leurs week-ends ensemble et Rose venait passer tous les week-ends à Turin. Elle dira qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Michel depuis 6 jours, car elle était partie en vacances. Donc elle expliquera que pendant qu'elle était en vacances, elle essayait de contacter Michel et qu'elle n'y arrivait pas. Et à son retour de vacances, vu qu'elle s'inquiétait, elle est venue à Turin pour vérifier si tout allait bien pour lui. Et malheureusement, quand elle est rentrée, elle a fait l'horrible découverte. Les gendarmes, en observant le corps, vont vraiment hésiter entre un meurtre ou un accident. Effectivement, Michel a une balle dans la tête, mais est-ce qu'il se l'est auto-infligé? Est-ce que c'est un accident en nettoyant par exemple son pistolet? Ou est-ce que quelqu'un lui a fait ça? Ils vont donc interroger Rose encore un peu plus et lui demander si éventuellement Michel aurait des ennemis. Et là, Rose va lui expliquer que Michel aurait peut-être des ennemis siciliens, car il y a quelques mois, elle a vu 2 hommes taper un bazar monumental devant chez Michel et qu'elle aurait eu très peur, selon ses dires. Ces 2 hommes étaient censés être des Siciliens, Michel avait l'air de les connaître et ce jour-là, il est sorti devant la maison et une discussion très houleuse s'est entamée. Ils se sont engueulés un bon moment et les 2 hommes sont repartis. Et les policiers vont se demander si par hasard, Michel n'aurait pas eu des ennemis qui se situeraient en Sicile. Pourquoi en Sicile? Parce que Michel, au dire de Rose, fait beaucoup d'allers-retours en Sicile, peut-être éventuellement
pour du travail et que peut-être un contrat aurait dérapé. Là où il y a des incohérences, c'est que la maison de Michel est intacte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de lutte à l'intérieur de la maison. Michel n'a pas de trace de lutte non plus sur lui-même, il n'a pas de trace défensive, comme on pourrait retrouver par exemple sur les phalanges quand on essaye de se défendre, ou il n'a pas de trace de coup non plus, donc il n'a pas été agressé physiquement avant d'être tué, et la porte non plus n'est pas fracturée. Et donc si la porte n'est pas fracturée, comment les gens ont fait pour rentrer et ressortir ? Les gendarmes ont vraiment de grosses interrogations, mais pour l'instant, ils ont aucune piste. Il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Rose repart donc chez elle à Pouilly-sur-Charlieu. La voisine rentre traumatisée de la découverte et Michel sera emmené par les médecins légistes afin d'établir une autopsie pour pouvoir savoir si éventuellement il aurait des traces de poudre sur les mains, par exemple, qui prouveraient qu'il s'est auto-infligé la blessure. Sandrine et Lisa, qui sont les filles de Rose et Michel, vont être elles aussi interrogées. Elles diront que leur père était un bon père et qu'elles ne comprennent absolument pas ce qui s'est passé. Et les gendarmes de Vaugneray, qui d'habitude s'occupent de délits beaucoup moins graves, vont devoir se pencher sur cette enquête afin de découvrir qui était Michel et qui aurait pu éventuellement lui faire du mal. Une enquête qui risque d'être compliquée car l'autopsie ayant eu lieu le 26 septembre révélera qu'il n'y a pas grand chose à découvrir à partir du corps de Michel parce qu'il a passé 5 jours chez lui et que c'est à peu près la seule chose qu'on peut dire. Michel est donc décédé le vendredi 16 septembre. On va partir maintenant à la découverte de Michel. Mais pour mieux parler de Michel et Rose, il va falloir que je vous parle de leur famille. Leurs deux familles sont deux familles italiennes, siciliennes, qui ont décidé d'émigrer en France et qui se sont installées à Pouilly-sur-Charlieu en 1950. Les deux familles sont devenues très proches, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de Siciliens dans ce coin-là à cette époque. Elles ont formé deux clans. C'était des potes, ils passaient leur week-end ensemble, ils faisaient des barbecues ensemble, les femmes élevaient leurs enfants ensemble, faisaient la cuisine ensemble, une espèce de grande famille. La situation était facilitée étant donné que les trois maisons étaient collées. C'est-à-dire qu'il y avait la maison de la famille de Michel, la maison de la famille de Rose et la maison des cousins de la famille d'un des deux clans. Et tout ce petit groupe vivait les uns à côté des autres. Les enfants ont donc grandi ensemble et les vieux ont vieilli ensemble. 22 ans après leur arrivée, c'est-à-dire en 1972, une des cousines du clan mettra au monde une petite fille qui s'appelle Rose Filipazzo. Et 1 an et demi après, donc en 1974, une autre cousine du clan mettra au monde Michel Zirafa. Michel et Rose vont donc grandir ensemble, jouer ensemble toute leur vie, habiter le même endroit, donc c'est-à-dire qu'ils sont H24 ensemble. Ils vont aussi aller à l'école ensemble. Et à l'adolescence, des sentiments vont se développer entre deux. Alors oui, c'est un peu bizarre étant donné qu'ils sont cousins éloignés. Vu que leurs mamans sont cousines, ça fait d'eux des cousins éloignés. Et malgré le fait qu'ils soient cousins éloignés, à l'adolescence, ils vont commencer à ressentir de l'attirance qui va se transformer en couple parce qu'ils vont se mettre ensemble. Et quand ils ont pour Michel 15 ans et pour Rose 16 ans et demi, ils vont annoncer à leur famille qu'ils veulent se marier. Le mariage aura lieu 6 mois plus tard avec l'accord des parents puisqu'ils vont devoir signer une dérogation puisqu'à la base ils sont trop jeunes pour se marier. Là, leur mariage aura bien lieu. Rose et Michel sont maintenant mari et femme. Eux qui ont joué ensemble toute leur vie, qui ont certainement joué à la mariée quand ils étaient enfants, ils ont fini par se marier réellement. Apparemment, les deux jeunes ados s'aimaient énormément et d'un amour intense et c'est pour ça que les parents n'ont pas forcément refusé le mariage parce qu'ils s'aimaient d'un amour passionnel et qu'ils étaient mignons. Leur mariage a eu lieu en 1990 et en 1993, donc quand Michel a 19 ans et Rose 21 ans, leur premier enfant viendra au monde. Cet enfant, ce sera une petite fille qui s'appelle Sandrine. Leur deuxième bébé viendra au monde en 2002 quand Michel a 28 ans et Rose en a 30. Ce sera une petite fille, elle aussi, et ils l'appelleront Lisa. Michel est maçon de profession et ils vivent à Briennon, qui est dans le 71. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le couple s'est aimé intensément jusqu'à il y a 1 an et demi quand ils ont décidé de se séparer physiquement pendant la semaine car leur dispute devenait vraiment trop prenante. Du coup, Michel a loué une maison à Turin. Quant à elle, Rose a loué un gîte à Charlieu. Quand ils vivaient encore sous le même toit jusqu'à leur séparation à la semaine, ils ne dormaient plus dans le même lit, ils faisaient déjà chambre à part.
mais ils n'arrivent pas à se séparer, ça fait 28 ans qu'ils sont ensemble. Voilà, une séparation c'est toujours compliqué, donc pour l'instant ils restent ensemble. Peut-être qu'ils essayent de sauver leur couple, ou peut-être qu'ils ont juste du mal à se dire que leur couple n'a pas tenu, on n'en sait pas plus, mais toujours est-il que la situation actuelle est comme ça. Ce qu'on sait aussi de la vie de Michel, c'est qu'il a eu 2 plaintes de la part de Rose, qui a été elle-même entendue par les gendarmes, et à qui elle a expliqué que Michel était parfois violent et qu'il la harcelait, et elle a donc porté plainte pour ça. Alors, est-ce que c'est la piste sicilienne qu'il faut suivre, ou une dispute qui aurait mal tourné ? Pendant l'enquête, l'autopsie révélera que l'angle de tir de la balle qui a atteint Michel à la tête ne pouvait pas provenir d'une blessure auto-infligée. Et en plus de ça, malgré la décomposition, on a pu prouver qu'il n'avait aucune trace de poudre sur les mains, donc a priori c'est pas Michel qui s'est fait ça. De plus, quand les gendarmes sont arrivés dans la maison de Michel, ils se sont très vite rendus compte qu'il n'y avait pas d'arme. Si Michel s'était auto-infligé ça, par définition, l'arme serait sur place. Là, c'est pas le cas. Donc déjà, le fait que Michel se soit ôté la vie, c'est balayé, c'est impossible. L'enquête va donc se pencher sur les autres possibilités. On va étudier la piste des Siciliens, mais très vite se rendre compte que la piste est un peu vaseuse. Et en réalité, les gendarmes ont surtout des doutes sur Rose. Ils ont compris qu'il y avait des disputes entre elle et Michel, et surtout le fait qu'elle était absente pendant 6 jours, son comportement, ce qu'elle a dit pendant son interrogatoire, fait que les gendarmes ont des doutes. La maison était fermée de l'intérieur, il n'y avait de traces ni de disputes ni d'effractions, donc Rose est quand même bien placée sur la liste des suspects. Les gendarmes vont donc la mettre sur écoute pour vérifier que Rose n'a rien à cacher. Et pendant l'une de ces écoutes, ils vont découvrir que Rose avait un amant. On reparlera plus tard de ce monsieur. Mais pendant les écoutes téléphoniques, toujours est-il que son amant l'appellera veuve noire en disant qu'elle a un venin hyper puissant. Sous-entendu que Rose aurait donc tué Michel. On n'appelle pas quelqu'un une veuve noire pour rien. Une veuve noire, par coutume linguistique, c'est une femme qui tue des hommes, soit pour diverses raisons, que ce soit pour ramasser son argent ou hériter d'une maison, ou alors par vengeance. Mais une veuve noire, c'est une femme meurtrière. Et là, son amant la traite donc de femme meurtrière. Alors les gendarmes intrigués vont fouiller un peu plus la vie de Rose Filipazzo et vont se rendre compte qu'après le décès de Michel, celle-ci a fait une dépense de 5000 € en tout en quelques heures pour pouvoir s'acheter des vêtements et des chaussures, qu'elle a aussi retiré 10 000 € et que peu après la découverte du corps de Michel, dans les jours qui suivent, elle a pris un rendez-vous avec la banque car elle savait que Michel avait pris une assurance vie de 200 000 $ et qu'elle voulait voir pour débloquer cette assurance vie étant donné qu'elle était censée être le bénéficiaire. Mais le jour du rendez-vous à la banque, elle apprendra qu'en réalité, Michel a changé son bénéficiaire depuis quelque temps et c'est devenu son père. Tout ça fait bien sûr douter les enquêteurs, ça fait quand même beaucoup de suspicions qui s'accumulent. Elle a été mise sur écoute, on a découvert qu'elle avait un amant, cet amant l'appelle veuve noire, elle a fait des dépenses quand même assez dispendieuses dans les jours qui ont suivi la mort de Michel, elle a pris rendez-vous à une banque concernant une assurance vie, ce qui pourrait éventuellement servir de mobile. Alors, en avril 2019, soit 7 mois après la mort de Michel, les gendarmes vont reprendre Rose en garde à vue pour pouvoir lui poser un peu plus de questions. Pendant cette garde à vue, Rose finira par craquer, elle avouera tout, c'est bien elle qui a tué Michel, et on va donc la placer en détention à la prison de Corba en attendant son procès. La vraie histoire va être révélée pendant ce procès, et la voici. En 2022, donc à la cour d'assises de Lyon, va s'ouvrir le procès de Rose Filipazzo. Elle est donc accusée de meurtre, et l'avocat de la défense demande 16 ans de prison pour le meurtre qu'elle a commis. Au procès, on va laisser la parole à Rose et elle va donc expliquer tout ce qui s'est passé. Rose répondra donc à toutes les questions qui lui seront posées et voilà donc ce qui s'est passé ce 16 septembre 2019. Tout le début de l'histoire était vrai. C'est-à-dire que effectivement, ils ont eu un beau début de relation, ils ont eu un beau mariage, ils ont vécu entourés de leurs 2 filles et théoriquement, ça aurait pu être une vie parfaite. Sauf que derrière les murs, Michel était en réalité violent et qu'il agressait même intimement Rose, et ce de façon quasiment quotidienne. Ces violences auront lieu dans le garage et leurs 2 filles vont pouvoir en témoigner. Sandrine, qui a maintenant 29 ans, et Lisa, qui a maintenant 20 ans, vont passer à la barre et expliquer un peu la situation infernale qu'elles vivaient à la maison. Car c'est comme ça qu'elles vont décrire leur maison, un enfer.
Les deux filles diront que les disputes avaient lieu 24 heures sur 24, que c'était réellement incessant et que quand elles voyaient leur mère sortir du garage couverte de bleu et avoir mal aux côtes, elles savaient exactement ce qui s'y était passé. Lisa, par exemple, à 18 ans, a quitté la maison pour fuir la violence de son père, la violence qu'elle subissait au quotidien, la violence qu'elle voyait être subie par sa mère surtout, et elle ne supportait plus tout ce qui se passait chez elle. Et donc à 18 ans, elle a pris ses clics, ses claques, et elle est partie chez son grand-père qui vivait, lui, à Pouilly-sur-Charlieu, afin de se protéger de cette ambiance nocive qu'il y avait chez elle. Elle dira aussi qu'elle a changé de nom. Elle a plus le nom de son père, elle a décidé de prendre celui de sa mère, parce que vraiment, elle déteste le comportement de son père. On va pas dire qu'elle le déteste, mais on n'en est pas loin et vous comprendrez pourquoi. Lisa a par exemple expliqué qu'un jour son père lui a jeté un tabouret au visage parce qu'elle insistait quand elle était ado pour aller faire un voyage scolaire en Angleterre. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller faire un voyage scolaire. Son père s'est énervé, il a pris un tabouret et il lui a jeté dessus. C'est hyper violent, je trouve quand même. Lisa évoquera un autre souvenir traumatisant. Elle expliquera qu'un soir, elle et sa mère ont dû se réfugier dans la voiture parce que son père était trop violent et que c'était dangereux pour elle à la maison. Donc elles ont passé toutes les deux la nuit dans la voiture devant la maison. Lisa dira, et je cite, « J'ai toujours été proche de ma mère qui a toujours tout fait pour que je sois heureuse, mais en présence de mon père, j'avais peur. » Et elle évoquera un souvenir qui l'a traumatisée réellement. Son père, un jour, a menacé de poignarder son chien pour le tuer parce qu'il disait que le chien était contaminé parce qu'il allait à Pouilly-sur-Charlieu chez le grand-père de Lisa. Donc, il a menacé de tuer son chien parce qu'il était en contact avec la famille de Rose. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lisa, au moment du procès, a 20 ans, mais à l'époque, elle n'avait que 16 ans au moment du décès de son père Michel. Et que donc, l'histoire du chien s'est passée quand elle était jeune adolescente. C'est extrêmement traumatisant. Et Lisa ajoutera, c'est très malheureux, mais le jour où j'ai appris que mon père était décédé, ça m'a enlevé un grand poids. Ça peut vous laisser entrevoir à quel point la gamine a été traumatisée. La pauvre, je la plains réellement. Sandrine, l'aînée qui a 29 ans au moment du procès et qui avait donc 25 ans au moment de la mort de son père, dira qu'un jour son père lui a dit « Si elle ne m'obéit pas, je vais la tuer ». Elles confirmeront toutes les deux que leur père était extrêmement violent avec leur mère, qu'elles savaient que leur mère était battue, qu'elles savaient que leur mère était abusée intimement par leur père et qu'elles vivaient dans un climat vraiment horrible. On apprendra aussi pendant le procès que Rose était totalement sous le contrôle de Michel, c'est-à-dire qu'elle n'était libre ni de ses actions, ni de son compte bancaire. Michel avait une emprise totale sur elle et apparemment elle n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche à la maison, ni de se servir de son propre argent. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça expliquerait peut-être pourquoi, juste après le meurtre, Rose est partie faire les magasins pour acheter 5000 € de vêtements et de chaussures. Je pense que c'est comme si elle s'était sentie pousser des ailes, comme si elle s'était sentie libre d'un coup et qu'elle avait voulu rattraper sa vie en se faisant un plaisir monumental dans les magasins. Comme une sorte de revanche pour avoir été enfermée entre guillemets dans sa vie pendant des années par Michel sans avoir le droit de prendre aucune décision. On va se pencher maintenant sur la vie intime de Rose et Michel. Jusqu'en 2013, c'était à peu près stable, entre guillemets. Il y avait les disputes, il y avait la violence, mais leur couple tenait encore. Avec une grande abnégation de Rose, bien entendu, mais leur couple tenait encore. Mais en 2013, il y a quelque chose qui va se passer, et quelqu'un pourra en témoigner, c'est la sœur de Rose, qui s'appelle Joséphine Jones. Rose a téléphoné à Joséphine à 2h du matin en 2013 pour lui dire qu'elle pensait que son mari la trompait. Elle venait de trouver donc des traces dans son téléphone. Un soir, Michel était parti et avait laissé le téléphone à la maison et Rose a réussi à le débloquer et à trouver des messages d'une femme. Cette femme, en réalité, c'est la femme d'un client à Michel. Il a tissé des liens avec cette femme et les liens sont allés jusqu'à l'intimité et donc Michel a passé le pas et a trompé Rose. En 2017, la situation va s'inverser. C'est-à-dire que Rose va prendre un amant dans l'espoir profond que Michel sache ce que ça fait que d'être humiliée par son conjoint. En 2013, elle s'est sentie hyper humiliée, elle a eu mal. Déjà qu'elle est
battue par son mari, mais en plus de ça, maintenant il la trompe. C'est inadmissible, elle a le cœur brisé. C'était à la base une histoire d'amour fondée sur de la passion. La passion existe toujours, c'est pour ça qu'ils sont encore ensemble et que Rose ne part pas. Les filles, après tout, sont grandes, elles pourraient partir, mais si elles ne le quittent pas, c'est parce que elle l'aime encore en fait. La tromperie lui a vraiment brisé le cœur et Rose a voulu se venger entre guillemets et faire un peu de mal à Michel. Sauf que quand Michel va découvrir Rose dans les bras de son amant Philippe, dans la pizzeria que tenait Rose à Pouilly-sur-Charlieu, il va littéralement disjoncter, il va démolir la pizzeria, il va frapper Rose par 2 fois en lui mettant des claques. Et le soir même, Michel va déménager avec sa femme et ses 2 filles, donc direction Briennon, puis ensuite Turin. Une fois arrivé à Turin, Michel, lui, va rester dans la maison qu'il a louée et ils vont décider de se séparer pour la semaine. Et donc, Rose retournera chez ses parents à Pouilly-sur-Charlieu. Le but de la manœuvre, c'est d'éloigner Rose de son amant Philippe, qui lui est boulanger et que Michel considère comme un bohémien. Voilà, c'est l'insulte de Michel pour Philippe. Et c'est donc pour ça qu'il est parti et qu'il a tout quitté. Mais une fois arrivé à Turin, Michel va en réalité continuer ses aventures. À la maison de Turin, il y aura dorénavant la photo d'une femme à l'intérieur, une femme qui n'est pas Rose, une femme que Michel a rencontrée parce qu'il avait des problèmes et qu'il a dû aller voir une avocate. Cette avocate et lui, apparemment, se sont bien entendus. Ils avaient une belle complicité, il lui offrait des bijoux, ils se voyaient assez régulièrement et apparemment il aurait des projets avec, du moins c'est ce qu'il disait à Joséphine, donc la sœur de Rose. Michel se vantait beaucoup de ses conquêtes, il se vantait énormément auprès de Joséphine. Il y a aussi une deuxième femme dans la vie de Michel qui s'appelle Laetitia et qui tient un bar à Roanne. Cette femme et Michel apparemment avaient eux aussi des projets, donc je comprends pas, il avait un double projet. Mais toujours est-il que quand elle sera interrogée, elle dira qu'ils avaient des projets d'emménagement, donc ils étaient censés se mettre en appartement ensemble. Michel l'aidait énormément. Par exemple, un jour, elle a eu besoin d'argent pour s'acheter une Fiat 500. Elle a parlé à Michel de ses problèmes et Michel lui a fait la surprise de lui offrir une Fiat 500. Il lui a aussi offert un olivier pour son jardin, un olivier de grande taille, ce qui coûte à peu près entre 400 et 600 euros. Donc voilà, c'est quand même un beau cadeau. Et à côté de ça, il lui a aussi offert un jukebox pour son bar. Donc voilà, Michel s'investissait vraiment dans sa relation avec Laetitia. La situation a dégénéré au point où Rose a apparemment explosé, puisqu'elle a commencé à vouloir mettre fin à la vie de Michel. Et donc elle a commencé à regarder des tutoriels sur internet, sur YouTube précisément, pour savoir comment se servir d'une arme. À côté de ça, elle a essayé de faire des achats aussi de munitions sur internet. On est donc le dimanche 16 septembre 2019. Rose et Michel, comme tous les week-ends, se sont retrouvés et ce dimanche, ils vont descendre à un restaurant à Lyon. Le restaurant, a priori, se passera bien, mais entre le restaurant et la maison, il y aura une dispute qui va s'entamer. Une dispute qui va concerner les amants qu'ils ont. C'est-à-dire que Rose en veut à Michel d'avoir 2 femmes dans sa vie, l'avocate et Laetitia, et Michel est quasiment persuadé que Rose voit encore Philippe, donc son boulanger, avec lequel il avait grillé sa femme quelque temps auparavant. La dispute va être quand même relativement violente, comme d'habitude, mais une fois arrivé à Turin, Michel va prendre sa voiture, aller faire un tour, se calmer. Rose, quant à elle, va rester à la maison et attendre le retour de Michel. Une fois rentré à la maison, Michel va se mettre sur le canapé, il va se déshabiller, se mettre en caleçon, et Rose va l'entendre rigoler. Ça, c'est ce qu'elle va dire. Et selon elle, le rire de Michel l'a mise hors d'elle et elle a décidé de passer à l'acte ce jour-là. Elle ira donc dans une des chambres de la maison de Turin et récupérera un revolver. Elle ira ensuite dans la salle de bain afin de s'assurer que le revolver est bien chargé et pour faire moins de bruit puisque la salle de bain est un peu éloignée de là où est Michel à cet instant. Après ça, elle va retourner discrètement derrière Michel. Elle va lui tirer une balle dans la tête à bout portant, donc à 10 cm maximum. Elle va ensuite prendre l'arme, décamper de chez Michel à 4 h du matin et aller jeter l'arme 3 km plus loin dans une rivière. L'arme a en effet été retrouvée par les gendarmes et c'est bien l'arme qui a servi à abattre Michel. Rose dira qu'elle a ensuite passé une semaine loin de Michel, mais qu'elle espérait au fond d'elle qu'il ait survécu et que donc quand elle s'est pointée chez Michel le 21 septembre, elle le pensait ou du moins elle l'espérait encore vivant.
Rose dira qu'elle est désolée, qu'elle regrette son geste, que tout ça n'aurait jamais dû se passer puisqu'elle aurait dû divorcer et que cela ne serait jamais passé si elle n'était pas née et qu'elle regrette d'être née. Une fois que Rose est arrivée à Turin, elle s'est rendue compte que Michel était mort, elle a paniqué et quand les enquêteurs l'ont questionné, elle leur a sorti cette excuse de Sicilien en espérant que les policiers allaient partir sur cette fausse piste. Alors oui, effectivement, le meurtre a été prémédité. Oui, effectivement, elle a menti aux enquêteurs, mais 2 experts psychiatres diront que tout ça, ce sont des séquelles de la vie extrêmement dure que la pauvre Rose a vécue. Les psychiatres s'entendront sur le fait que cette femme a été battue pendant de nombreuses années et que là, à ce niveau-là, c'en était arrivé pour eux à une question de survie. Les 2 psychiatres seront d'accord sur le fait que Rose souffrait d'une altération de la réalité et du discernement, étant donné qu'elle a été battue et violentée pendant de nombreuses années. Le passage à l'acte est en fait expliqué par une accumulation de toutes ces violences. C'est bien ce que Rose a expliqué, elle a bien expliqué que c'est à cause de ça qu'elle a fini par craquer et par tuer son mari, mais l'avocat de la défense mettra en avant le fait que peut-être que Rose est vénale, étant donné qu'elle a retiré 5 000 € pour pouvoir s'habiller dans les jours qui ont suivi. Elle a aussi retiré 10 000 € et cela, on ne sait pas à quoi ils lui ont servi. Elle a aussi pris un rendez-vous à la banque pour essayer de retirer les 200 000 € d'assurance vie de Michel. Alors peut-être qu'éventuellement, elle a fait tout ça pour de l'argent. Les filles de Rose et Michel diront que non, absolument pas. Leur maman n'est pas vénale. Michel la couvrait de cadeaux. Elle aurait pu tout revendre et se faire de l'argent, mais elle ne l'a jamais fait. Je pense que l'avocat de la défense cherchait un autre mobile parce que sinon il savait que la thèse psychiatrique étant prise en compte, la peine est donc moins lourde et qu'il essayait à tout prix que Rose soit chargée pour le meurtre de Michel. Il a fait son travail quoi. La décision sera prise le 4 novembre 2022 et Rose sera condamnée à 12 ans de prison. 16 ont été demandés, 12 ans lui ont été donnés. Et sa sœur Joséphine trouvera que c'est totalement une injustice. Joséphine dira que bien que la violence conjugale ait été prise en compte, elle espérait quand même que sa sœur aurait moins d'années, car comme elle le dit, elle a déjà vécu un calvaire, elle méritait pas ça. Et malgré que les circonstances atténuantes aient été retenues pour le cas de Rose, son avocate maître Janine Bonagiunta, qui est spécialisée dans les violences conjugales et les meurtres liés à des violences conjugales, dira qu'elle est navrée de voir que la justice française évolue aussi peu, qu'elle est en colère parce que sa cliente pour elle est une victime qui a réagi à une situation d'accumulation de stress et de violence et que donc elle aurait dû avoir une peine beaucoup moins lourde. Rose est donc retournée à la prison de Corba dans laquelle elle a été emprisonnée depuis 2019 et elle y restera pendant 12 ans. Et c'est comme ça que se finit la triste histoire de Rose et Michel. Le mot de la fin, ce sera que c'est vraiment une triste histoire. À la base, c'était un couple à peu près normal, bon, mis à part qu'ils étaient cousins éloignés, ce que je trouve extrêmement perturbant. Mais bon, toujours est-il qu'apparemment ils s'aimaient beaucoup, ils ont eu 2 enfants, ça aurait pu être un joli couple et la violence s'est mise au milieu de tout ça et ça a fini dans un bain de sang. Je trouve ça vraiment navrant parce que du coup les enfants ont vécu là-dedans, les gamines sont vraiment traumatisées, surtout Lisa qui a apparemment très mal vécu les choses. Une famille vient d'être brisée, Rose va finir sa vie en prison loin de ses filles, Michel est 6 pieds sous terre et tout ça aurait pu être arrêté par un divorce, effectivement, mais tout ça aurait pu être aussi arrêté par l'arrêt des coups de Michel. Les tromperies aussi, ça a pas dû aider, c'est sûr, mais les coups, sérieusement, ont dû vraiment modifier la façon de penser de Rose et finir par l'amener à cet acte, et c'est ce que la justice pense, et c'est pour ça qu'elle a eu les circonstances atténuantes, et c'est vraiment navrant comme histoire. Pour ma part, Turin, c'est vraiment pas très loin de chez moi et j'ai été atterrée d'entendre cette histoire. C'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'ils habitaient dans ce coin-là, mais toutes les villes dont je vous ai parlé, que ce soit Charlieu, Pouilly, c'est des villes très calmes, des villages très calmes. Ça aurait pu arriver dans n'importe quel village de France et donc ça veut dire que ça se passe certainement sous les yeux de beaucoup de personnes sans que personne ne s'en rende compte. Après tout, Michel et Rose ont eu des voisins, ils ont eu 2 filles qui ont été scolarisées. Rose avait même porté plainte par 2 fois contre Michel, rien n'a été fait et regardez comment ça a fini. Pour ma part, je trouve que c'est un échec de notre société que des femmes se retrouvent dans des situations pareilles et que des maris soient violents avec leurs femmes. Pour moi, la violence doit être utilisée seulement dans un cas de défense et ce que Michel a fait de la vie de Rose était vraiment un enfer et je suis vraiment navrée pour elle qu'elle ait vécu tout ça jusqu'à ce qu'elle devienne une meurtrière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais s'il vous plaît, restez
Comme d'hab, courtois, je parle quand même d'une histoire de femme qui a été battue toute sa vie, d'une victime qui a fini par péter un câble. Je parle d'un homme aussi qui a, oui certes, battu sa femme, oui certes, qui l'a trompée, mais il y avait d'autres solutions. Le divorce existe, le meurtre n'est jamais une solution. Donc pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de bon camp dans cette histoire. En fait, c'est juste une histoire extrêmement triste. Donc, je vous prie de n'insulter ni Michel ni Rose et d'essayer donc d'être un minimum empathique dans vos commentaires. Et même si vous avez le droit de donner votre opinion, de pas aller trop loin et de ne pas rabaisser, insulter ou juger trop profondément les gens. Après tout, on n'est jamais dans la tête des gens. Voilà, si cette triste histoire vous a intéressé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, c'est juste un petit clic, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Et en attendant la vidéo de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.